Voilà, qui a eu la gentillesse d'accepter de venir faire une conférence auprès de vous sur 2 demi-journées. Donc elle est déjà intervenue hier auprès de vos camarades de TSTL, T3 et T4. Et donc ce matin, elle va faire cette même conférence auprès de vous. La différence qu'il y a, c'est que vous aurez pleinement du temps avec elle ce matin. Madame Kolinka a eu quelques soucis de transport hier matin qui ne lui ont pas permis d'arriver à l'horaire prévu en gare d'Angoulême. Voilà. Je laisserai bien sûr Madame Kolinka se présenter. Elle le fait très très bien elle-même. En tout cas, j'espère que vous allez très largement profiter de sa conférence. N'hésitez pas, vous aurez un temps d'échange, donc n'hésitez pas à profiter de ce temps-là aussi pour réagir, poser les questions que vous avez à poser. Et puis, j'espère que à la fin de cette matinée, vous verrez les choses peut-être différemment, et puis en mettant peut-être un visage sur toute l'histoire qui vous est donnée au fur et à mesure de vos années de scolarité, et peut-être du coup un vécu et une perception un peu différente. Bonne conférence à tous. Alors, moi j'aime bien quand on dit oui, cette dame est comme ci, comme ça, mais il ne m'a pas fait de compliment, tant pis alors. Bon. Vous savez, je blague toujours un tout petit peu, beaucoup même, ça ne plaît pas toujours. Mais j'estime que ce n'est pas la peine de pleurer, ça ne sert à rien du tout. J'ai de la chance, alors il faut que je le reconnais et je sais l'apprécier. Alors, oui d'accord, hop là. Donc, vous me regardez, vous m'avez vu. Est-ce que vous me trouvez quelque chose qui peut choquer? Est-ce que je ne suis pas comme vous? Est-ce que... Bah tiens, vous, jeune homme, d'après vous, je vous demande comment vous me trouvez. Vous me trouvez comment? Belle, pas belle? Attention à vos réponses. Non, vous avez raison, vous me trouvez normal. Vous, mademoiselle, ou madame, je sais pas. Comment vous me trouvez? Magnifique. Magnifique, bravo. Je vais me sortir, je vais rouler des mécaniques. Non, vous avez l'air comme tout le monde. Moi, je trouve que je suis normale. Voilà. Je vous montre des enfants. Des enfants, qu'est-ce que je vais vous les montrer? J'ai passé ma soirée à ranger. Eh bien, qu'est-ce que vous croyez? J'ai mal rangé. Je m'en veux d'être comme ça maintenant. Bon, tant pis. Je retrouverai peut-être après. Mais je ne retrouve pas. Bon. En tout cas, je suis normale. Et ceux qui appartiennent à à ma religion, eh bien, on est comme vous, on est normaux, comment on dit? On dit normaux ou normal, au pluriel? Normal. Non, normaux. Il faut bien me répondre, parce que je suis sourde. Et après, je vais mal parler. Alors, en effet, moi, je me trouve tout à fait normale. Je trouve que les gens qui sont de ma religion sont tout à fait normaux. Et habituellement, j'ai des enfants que je montre et qui sont normaux aussi. Eh bien, on a tort de se prendre pour des gens normaux, parce que à une certaine époque, un monsieur, Hitler, lui, trouvait que nous n'étions pas des gens normaux. Il nous c'est terrible, je suis enrhumée en même temps. Bon. Alors, il trouvait qu'on n'était pas des gens normaux. Il trouvait qu'on n'était rien du tout. Il trouvait qu'on était de la vermine. Il trouvait surtout qu'il fallait nous tuer. Hitler faisait partie de ces gens qui voulaient tuer tous les juifs d'Europe. Alors Hitler gagne la guerre, et bien Hitler va en profiter pour mettre ses projets à exécution. Vous dites que je suis normale et je suis d'accord avec vous. Alors comment nous reconnaître? Alors en Allemagne, en Allemagne, ils faisaient circuler les juifs avec un panneau qui montrait qu'ils étaient juifs.
dans les magasins, alors ça en France aussi c'était comme ça, les magasins tenus par des juifs, il y avait sur les vitrines des panneaux qui indiquaient que le magasin était tenu par les juifs. Donc ceux qui ne voulaient pas entrer chez les juifs, eh bien, ils ne rentraient pas dans le magasin. En France, il ne va pas s'y prendre comme ça. En France, il va nous obliger à aller nous faire recenser dans les... Alors, à Paris, c'était dans les commissariats. En province, en banlieue, est-ce que c'était dans les mairies? Je ne sais pas. En tout cas, à Paris, et j'habite Paris, dans les commissariats. Et on va aller dans les... Il fallait même faire la queue pour se faire recenser. Mais on y va. On y va parce que mon père est tellement fier d'être né à Paris, d'avoir fait la guerre de 14, d'avoir ses filles toutes nées à Paris, d'avoir mes sœurs aînées sont mariées avec des jeunes gens qui font la guerre de 39-40, elle a même été prisonnier de guerre. Donc mon père n'a même pas essayé de quitter Paris, ou il y en a qui ont quitté la France même, hein, parce qu'ils sentaient que ça pouvait aller mal, ils avaient déjà connu les pogroms dans les autres pays, la Pologne ou alors ils ont quitté la France. Il y en a d'autres qui sont partis en zone libre. Vous savez que quand Hitler est arrivé, il a partagé la France en deux. Il y a eu la zone occupée et la zone libre. Et en zone occupée, il faisait la chasse aux Juifs. En zone libre, un petit peu moins. Donc, mon père est très fier d'être français. On ne bouge pas, nous. C'était un peu égoïste pour les étrangers, mais nous, on ne bouge pas. On ne bouge pas jusqu'en... Mais alors, par contre, on ne bouge pas, mais il y a des lois qui vont être promulguées. Alors, maintenant, vous avez vu, on a les étoiles qui vont dire qu'on est juif. Eh bien, les juifs n'avaient plus le droit d'être en contact avec les non-juifs. Les non-juifs, on les appelait des ariens. Donc, plus le droit d'être en contact avec eux. Il y a un tas de métiers qui vont nous être interdits. Médecins, chirurgiens, dentistes, artistes, plus le droit. Il y avait aussi les commerçants, plus le droit d'être. Et ceux qui travaillaient dans les ateliers, s'il y avait des juifs et des non-juifs, eh bien le juif n'avait pas le droit d'être dans l'atelier. S'il n'y avait que des juifs, là peut-être que c'était différent. Mais si c'était mélangé, pas le droit. Mon père est un petit artisan, il fabrique des imperméables, il a un petit atelier avec 2-3 personnes qui travaillent avec lui. Eh bien, il est juif, les 2-3 personnes ne le sont pas, il n'a plus le droit d'être dans son atelier. Mais j'ai 2 sœurs qui font les marchés. Elles sont derrière leur attelage, en contact avec des juifs, avec des non-juifs, c'est pas marqué sur le front. Ah oui, c'était marqué sur le vêtement quand même maintenant. Hein. Eh bien, elles ne peuvent plus travailler. À la place, pour remplacer les juifs qui n'avaient plus le droit de tenir leur commerce, il y avait des gens, je ne sais pas du tout comment ils prenaient les places des juifs. Est-ce qu'on les désignait de fils? Est-ce que c'est eux qui demandaient à remplir? Alors, ces gens-là, on les appelait des administrateurs. Comment que ces personnes-là dédommageaient les propriétaires mes sœurs, par exemple, elles avaient un petit étalage. Mon père avait un petit atelier, mais il y avait aussi des grandes usines et tout ça. Comment ils étaient dédommagés? J'en parle toujours quand je suis en présence des personnes devant qui je parle, mais jamais je pose la question aux historiens. Et jamais j'ai posé la question non plus à mon père. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse. En tout cas, ils avaient pris les affaires. C'était catastrophique. Mais Ginette, elle était gamine, et en plus, la plus jeune de la famille. Alors, vous savez, quand on est la plus jeune de la famille, on n'est pas très futé, hein, parce que tout le monde vous dit, tiens, Ginette, tu fais ça, toi. Et puis Ginette, eh ben, elle faisait ce qu'on lui disait. J'aurais été l'aînée, c'était différent. Peut-être que j'aurais eu plus de plomb dans la cervelle. Tandis que là, non. Moi, je voyais le bon côté des choses. Chouette. On va toujours être ensemble maintenant. Naturellement, quand le petit déjeuner le matin, chacun le prenait à des heures différentes. Le déjeuner, chacun le prenait
à l'endroit où il était, on se voyait qu'au dîner. Alors que là, maintenant, on est là, on est toujours ensemble. Mes sœurs, du fait qu'elles ne travaillent pas, eh bien, elles m'emmenaient avec elles quand elles allaient se promener. Non, moi, j'étais contente. J'ai vécu une petite période heureuse. Alors, la seule chose qui me chagrinait, c'est qu'on n'avait pas le droit, les Juifs n'avaient pas le droit de mettre un pied sur un stade. Les Juifs n'avaient pas le droit d'aller dans les salles de gymnastique. Les Juifs n'avaient pas le droit d'aller dans les piscines. Et ça me privait beaucoup parce que j'aimais ça. Et je vais vous dire franchement, je ne l'ai jamais dit à mes parents, mais de temps en temps, je trichais. Et quand je suis en train de lire les souvenirs de Simone Veil, et Simone Veil écrit qu'elle a toujours eu des remords parce que si sa famille a été arrêtée et que malheureusement son père et son frère ne sont jamais revenus, eh bien c'est de sa faute. Elle est avec ses copains, c'est la fin de l'année scolaire, ils ont passé le bac mais ils ne savent pas s'ils sont reçus ou pas. En tout cas, comme c'est la fin de l'année scolaire, elle se balade avec ses camarades de classe sur la promenade des Anglais. Il y a un contrôle, elle montre sa carte d'identité, il y a tampon juif dessus. Peut-être que si vous allez peut-être là, oh, vous avez vraiment peur d'attraper. Je suis maquinée. Et là, si vous trouvez parmi ceux-là le tampon, ah ben voilà, c'était là, pardon. Alors voyez, voilà ce fameux tampon juif sur les cartes d'identité. Mais la carte d'identité, où est-ce qu'elle est? Vous? Dans la poche? Ben voilà, dans la poche ou dans un portefeuille. Mais ils veulent quand même nous humilier en même temps. Donc le tampon, c'est dans la poche, c'est dans un portefeuille. C'est pas humiliant ça. C'est sûr, quand on va nous demander des papiers, on va le montrer. Non, alors pour qu'on soit humilié, ils vont nous donner une étoile qu'il faudra fixer sur les vêtements. Et fixer solidement, à point serré. Et pourquoi solidement à point serré? Parce que quand c'est cousu solidement et point serré, si on le découd, il y a des traces sur le tissu. Tandis que si le point est très lâche et très léger, ça ne laisse pas de traces. C'est pour ça qu'ils exigeaient que ça soit très serré. Alors donc, Simone raconte que quand elle a été sur la promenade des Anglais avec ses copains, eh bien, un contrôle de papier. Un contrôle, elle a le tampon juif sur sa carte d'identité. Les Juifs n'avaient pas le droit de se promener sur la promenade des Anglais. Alors, on l'amène au commissariat. Et comme elle est mineure, on ne va pas la laisser partir comme ça. On va convoquer les parents. Et du coup, les parents et elle, qui était mineure, sont restés. Et on les a déportés. Alors, elle dit que ça a toujours été le remords de sa vie, toute sa vie. Oui, et moi, j'ai fait pareil. Je n'ai pas été prise, mais j'aurais pu. Quand j'allais à la piscine et que je n'avais pas le droit d'y aller, eh ben, j'aurais pu faire arrêter mes parents. On a été arrêtés, mais plus tard. Donc, moi, je suis contente de voir, mais mes parents, certainement pas, mes sœurs aînées doivent pas non plus apprécier, mais moi, bon, j'apprécie. Alors, on va rester comme ça jusqu'en 42. En 42, un soir, un monsieur vient nous voir, il se présente, il nous montre ses papiers, il travaille à la préfecture de police. Il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Mon père commence à s'inquiéter, il leur assure, c'est pas parce que vous êtes juif, non, vous êtes en règle. Ah ben alors pourquoi que je suis inquiété? On vous dénonce, vous êtes communiste. Moi je ne savais pas à l'époque que mon père faisait de la politique et qu'il était communiste. Il n'y avait pas la télé, la TSF on ne l'allume pas pendant qu'on déjeune. Mon père, avec des filles autour de lui, il n'allait pas lui parler politique avec ses filles. Donc, je ne sais pas que mon père est communiste. Par contre, on partage l'appartement avec ma sœur aînée et son mari. Eux, je ne savais pas qu'ils étaient communistes, mais ils avaient une attitude un peu spéciale. Ils recevaient beaucoup d'amis. Des gens qui arrivaient le matin très tôt
et qui partaient très tard le soir, ou il y en a qui restaient même plusieurs jours à la maison sans sortir. Pour moi, c'est vrai qu'il recevait beaucoup d'amis, mais ces amis, je les prenais pour des résistants. En fin de compte, c'était des amis, oui, mais d'opinion de communistes. Et parmi les communistes, il y avait beaucoup de résistants. Et les nazis avaient très très peur d'eux. Alors quand ils pouvaient en arrêter, eh bien, vous pensez bien qu'ils ne se gênaient pas. Donc ce monsieur nous prévient, vous êtes juif, vous êtes communiste, c'est dangereux pour vous. Alors, mon père, lui, il vous rappelait, il ne voulait pas partir du tout. Il se sentait très, très, très français. Non, lui, il ne risque rien. Ses filles sont mariées avec des jeunes gens qui font la guerre de 39-40. Il y en a un qui faisait une guerre. Non, on est tous nés à Paris. Non, non, il ne voulait pas. Mais du coup, quand il entend ça, quand même, il ne veut pas qu'on ait des ennuis. Ils vont préparer, avec ma sœur aînée, le départ pour la zone libre. Alors, zone libre, zone occupée, c'est comme si c'était deux pays différents. Qui dit pays différent dit frontière, qui dit frontière dit contrôle. On a des cartes d'identité avec un tampon juif. Ça nous obligeait à ne pas quitter la région où on s'était fait recenser. Je serais ici, par exemple, je me serais fait recenser ici, je n'avais pas le droit de quitter la région. Si je quittais la région, il fallait demander des autorisations. J'ai dans mes papiers, là, j'ai retrouvé dans les papiers de ma mère un laissez-passer pour une de mes sœurs. Donc, on ne peut pas, avec cette carte d'identité, passer la ligne de démarcation. Donc, on va faire des faux papiers. C'est facile pour nous, puisque je vous ai dit que chez les communistes, il y avait beaucoup de résistants. Donc ça a été facile pour trouver des faussaires qui m'ont fait des faux papiers. Tant qu'à faire des faux papiers, on va prendre un nom de consonance bien française. On peut être étranger sans être juif. Mais c'est vrai que quand on s'appelle comme moi, par exemple, Cherkassky, c'est pas breton, hein, et puis c'est pas auvergnat. Donc ça va. Qu'est-ce que c'est que. Bon, eh ben, on ne va plus s'appeler Cherkassky, ni. On va s'appeler comme ce monsieur. Qui je ne me rappelle même pas le nom, vous voyez. Mais il nous a parlé de sa famille, ça n'allait pas très très loin, mais bon, un petit peu. Mais surtout, il nous a donné le nom des églises où il s'est fait baptiser, où il a fait sa première communion, et même où ils se sont mariés. Donc, on a des adresses de 3 églises. Et les églises, ça ne change pas d'adresse. On va passer la ligne de démarcation, on a des faux papiers, mais ces faux papiers, qui dit qu'ils sont très très bien limités? Nous, on ne sait pas. On les a payés, ces faux papiers, mais c'est peut-être pas terriblement bien limité. Alors, on va passer clandestinement la ligne de démarcation. Et pour savoir où passer, eh bien, il y avait des gens qui habitaient le long de cette frontière. En principe, c'était la Loire. Alors, on va passer. Alors, les adresses de passeurs, ces personnes qui vont nous faire passer la ligne de démarcation d'une façon pas régulière, ils connaissent la région, ils ont observé les allées et venues des patrouilles, ils savent qu'elles passent toutes les temps d'heure, quels endroits elles passaient. Donc, ils vont en faire un métier. Ils vont devenir des passeurs. Il y a dans des familles, si on demandait, mais un arrière-grand-parent, mais comment tu as pu faire ta fortune? Avant, tu étais un petit ouvrier, avant, tu étais un petit paysan, et maintenant, tu as tout ça. Eh bien, c'est parce qu'ils se sont enrichis en faisant passer les personnes en zone libre. On n'a pas le droit de leur jeter la pierre. Ils nous ont rendu service, ils nous ont sauvé la vie. On n'aurait jamais pu tout seul savoir où passer. Donc, il ne faut pas leur jeter la pierre, mais par contre, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été très très réguliers, hein, et ils ont dénoncé leur clientèle. Ceux-là, oui, d'accord, il faut leur jeter la pierre, mais il y en a qui l'ont fait. Donc, mon père
ma sœur aînée vont se débrouiller pour trouver mon père ne veut pas qu'on passe tous ensemble. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si on est arrêté, tous, c'est toute la famille. Et il va trinquer, donc il va nous séparer en 4 groupes. Et on doit se retrouver tous à Aix-les-Bains. On s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. Donc on peut en conclure que ça s'est bien passé. Pour 2 groupes, ça s'est même très bien passé. Aucun problème du tout. Ils sont à Aix-les-Bains sans rien. Pas d'incident, rien du tout. Tout était régulier. Un autre groupe qui est mon père, ma mère et une sœur qui est de santé fragile. Eh bien, comme elle est de santé fragile, elle prendra moins de risques. Ma mère et mon père sont plus très jeunes. Donc, ils vont passer avec l'aide des cheminots. Un cheminot de Paris à la gare de Lyon va les prendre en charge. Ils vont arriver à Lyon. À Lyon, il doit normalement y avoir un autre cheminot qui va se charger d'eux. Eh bien, ils arrivent à Lyon. Tous les gens descendent du train, les quais sont pleins, puis d'un seul coup, ça y est, tout le monde a évacué la gare, chacun est parti. Mais il y a 3 personnes sur le quai de la gare. 3 personnes qui n'ont pas le droit d'y être, et ils sont là. Tout le monde, c'est visible, 3. Et les 3 personnes, pour eux, ça leur a semblé une éternité. Ma mère, elle me dit, on a attendu des heures. Ma sœur, elle me dit, non, on n'a pas attendu des heures. Mais c'est vrai qu'on tremblait de peur, tout seul sur un quai, alors qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Mais le passeur est venu les récupérer, il avait un peu de retard, et voilà. Donc ça c'est quand même passé. Moi, je suis avec 2 de mes sœurs. Nous, on a rendez-vous, et vous allez comprendre, ça est un peu risible là. On a rendez-vous à Angoulême, c'est-à-dire dans votre ville, au buffet de la gare. On arrive avec le train, on va au buffet de la gare. Quand le train a quitté la gare d'Angoulême, toutes les issues du buffet de la gare sont surveillées. Gendarmes français, gendarmes allemands, et plus personne n'a le droit ni de sortir ni de rentrer, et on est tous emmenés en prison à Angoulême. On est en prison, on y va. Je me rappelle que on y allait à pied et qu'il fallait monter une côte. On arrive dans la prison d'Angoulême, on est dans les couloirs et à tour de rôle, on nous interroge. C'est nous, on est maintenant dans le bureau, on est 3, on ne peut pas répondre toutes les 3. Donc, il y en a un qui nous attaque. Vous êtes juive? Nous, juive? Pas du tout. Si, il n'y a que les juifs qui vont au livre. Ah ben peut-être, mais nous, on n'est pas juifs. Et vous vous rappelez, on a 3 adresses d'église. Ça va nous servir. Nous, on n'est pas juifs. Vous avez qu'à regarder, hein, contrôler. Ça ne change pas d'adresse, les églises. On là. Alors, ils nous ont gardés en prison. Ah oui, j'ai un peu d'avance sur vous. Vous connaissez la prison d'Angoulême, vous? Eh bien, moi, je la connais. Donc, on est en prison à Angoulême. Ma sœur, l'aînée de nous 3, elle est dans une petite salle où ils sont moins. Et nous, on est dans une salle commune. Et dans cette salle commune, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, il y avait des enfants. On va y rester, je ne sais pas combien de temps. Quelques jours, ça ne m'a pas semblé, je ne crois pas qu'on soit resté très très longtemps, mais on est resté quand même quelques jours. Au bout de ces quelques jours, ils nous ont convoqués. On voit bien que, d'ailleurs, vous n'êtes pas juifs, on a contrôlé. Est-ce qu'ils sont contrôlés ou pas, j'en sais rien. En tous les cas, on a contrôlé. Et puis, rien qu'à votre attitude, on voit bien que vous n'êtes pas juifs. Parce que les juifs sont comme ci, les juifs sont comme ça. On en a entendu sur les juifs. Hein. Mais nous, on était d'accord. Parce que le fait est, maintenant, je me rends compte que les pauvres personnes qui avaient été arrêtées comme nous et qui n'avaient pas la chance d'avoir des preuves qu'ils n'étaient pas juifs, et donc qui étaient juifs, qui parlaient avec un accent étranger, celles-ci, elles devaient trembler, alors que nous, avec ma sœur, on était très très détendus. Vous savez que quand les juifs ont été traqués comme ça,
il était dit que si on était arrêté, c'était pour aller dans un camp de travail. Un camp de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire des travaux durs. Voilà. J'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 ans. Qu'est-ce que c'est pour moi des travaux durs? Eh bien, moi, j'ai travaillé dans les bureaux, j'ai travaillé dans la vente. Alors pour moi, les travaux durs que je pourrais faire, c'était travailler dans les champs ou travailler en usine. Ça peut être des travaux durs. Et c'est ça que je ferais. Mais même, pourquoi avoir peur? Vous avez des personnes qui, toute leur vie, travaillent dans les champs, travaillent en usine. Elles n'en meurent pas. C'est dur, mais elles n'en meurent pas. Donc pourquoi j'aurais peur? Et quand on a été arrêté, je n'avais pas peur. Donc nous, on est en Angoulême, on va aller en prison, ils vont nous relâcher et on va se retrouver à Aix-les-Bains. Le but n'est pas d'être à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'était le point de ralliement pour tous les 4 groupes. Alors maintenant, on est là et on va partir. Donc, ma sœur aînée a des amis à Avignon. Elle voulait aller, elle leur avait demandé de nous trouver quelque chose à Avignon. On est une grande famille. Mon père voulait absolument un garçon. Mais comme il a eu 6 filles avant d'avoir le garçon, c'est moi la petite dernière. Et 7 ans après moi, enfin, un garçon arrive. Donc, on est resté à 7 enfants. Donc, on est une grande famille. Il faut quelque chose d'assez important. Donc, ils nous ont trouvé quelque chose à côté d'Avignon, à Montfavet, un monsieur qui a une très grande propriété, et il nous a loué tout son premier étage. D'ailleurs, cette propriété, c'est devenu un hôtel à Montfavet. Donc, on s'est installé, et pendant 3 mois, on est resté chez lui, mais pendant ces 3 mois, il fallait travailler. Mon père est parti avec un petit peu d'argent, mais ça file vite. Hein. Donc, on va se chercher du travail. Les 2 sœurs sont secrétaires de métier. Moi, je sors d'une école commerciale. Avant, je disais sténodactylo, mais comme c'est un métier qui ne se fait plus, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Alors, école commerciale. Je n'ai encore jamais travaillé. Je viens d'avoir mon petit diplôme, ça s'arrête là. Donc, toutes les 3, on cherche du travail dans les bureaux. Eh bien, à Avignon, ce n'est pas une ville industrielle, on ne trouve pas. Par contre, on nous conseille, à côté d'Avignon, il y a une grosse entreprise de Paris qui s'est repliée tout à fait au début de la guerre, et peut-être que là, on a une chance. Donc, on a été voir, et le fait est, excusez-moi, on a le chef du personnel nous interroge, mes sœurs, elles sont secrétaires de métier, mais il est enchanté, oh là là, ben alors naturellement qu'on va vous embaucher, et même si vous voulez, vous allez commencer tout de suite, oh là là, ça alors là, alors vous tombez très très bien. Allez, mais vous, mademoiselle, débutante, qui n'avez jamais travaillé, on a les nôtres, on n'a pas besoin de vous. Peut-être que je faisais une triste mine, peut-être que le chef du personnel devinait quelque chose. Et en fin de compte, il dit, oh, on va vous garder quand même, on trouvera bien à vous caser. Ça y est, chouette, on est 3 à travailler. Les 2 sœurs qui faisaient les marchés. Mon père se renseigne dans Avignon. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'il y a? Possibilité? Ah mais oui, il y a des possibilités. Tous les jours, vous avez des cars qui partent de la gare d'Avignon pour emmener les forains tous les jours dans une autre ville. Mais par contre, il faut avoir les papiers pour ça. Et puis il faut avoir le matériel. Et puis il faut avoir la marchandise. Donc mon père, petit à petit, a eu tout ça. Et ça y est, maintenant, on travaille. Mais on habite toujours chez ce monsieur. En allant dans Avignon se renseigner à gauche, à droite, mon père est entré en contact
avec le maire d'Avignon. Ce monsieur a procuré à mes sœurs des petits logements et à mes parents et les autres qui n'étaient pas mariés une maison en plein centre d'Avignon qui était vide et il nous l'a louée. Mes parents, tant bien que mal, l'ont meublé succinctement, mais il y avait quand même de quoi vivre. Et voilà, la vie va s'arranger comme ça. On est installés. Nous, les jeunes, on s'est fait des relations, on a fait des amis, on a fait du sport. C'était pour moi très très bien. Alors en 1943, la France est complètement occupée et du coup, cette grosse boîte de Paris n'a plus de raison de rester en zone libre. Ils remontent sur Paris et ils veulent bien emmener leur personnel, ceux qui veulent les suivre. Il y en a qui les ont suivis, nous on ne peut pas. Donc on va rester sur Avignon. Et on a cherché en 1942, on avait du mal à trouver du travail. En 1943 c'est pareil, mais on ne cherche même pas. Parce que mes sœurs sur le marché travaillent bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le maire d'Avignon nous a procuré une place sur les remparts d'Avignon. Donc nous les jeunes, on fait les marchés, mais c'est moins fatigant. J'ai perdu mon mouchoir. Mais ça fait rien, j'en ai dans les moches. Mais ça va. Donc, j'ai des problèmes. Hein. J'ai des problèmes je suis désolée. Voilà, ça y est, ça va mieux. Donc, on va faire les marchés aussi sur Avignon, mais ça sera beaucoup moins fatigant pour nous parce qu'on ne va pas prendre de car, on va rester tout le temps. Là encore, grâce au maire, il nous a procuré une place sur les remparts d'Avignon. Tous les jours, tous les matins, on partait déballer. Les remparts de chez nous, c'est peut-être à peine 10 minutes à pied. Et le soir, on rentrait avec les amandes. On aurait pu faire ça 7 jours sur 7, mais non, le dimanche, on ne travaillait pas. Donc, c'est pas désagréable du tout. Et le 13 mars 1944, c'est encore l'hiver, mais le premier jour où il y a du soleil et le soleil chauffe. On est quand même en Provence, donc c'est vraiment très très agréable. C'est tellement agréable que ce jour-là, tout le temps, quand on était deux à l'étalage, si ma sœur était partie la première la veille, eh bien le lendemain, c'était moi qui partais la première. Ce jour-là, 13 mars 1944, on est 3. Une cousine est venue nous rendre visite. Donc, c'est l'heure d'aller déjeuner. Il est 12h30, 1h, je ne me souviens plus exactement. Qui est-ce qui va partir la première? Alors, c'est toi, c'est moi, on n'arrive pas à se décider. Et du coup, on tire au sort. Et le sort me désigne. C'est Ginette qui doit partir la première. Mais Ginette, elle se trouve, et puis elle l'est d'ailleurs, grassouillette. Elle veut toujours faire du régime, mais bon, elle n'a pas de volonté. Alors là, il fait tellement beau, je vais rester à l'étalage. Et puis, je vais me dorer au soleil. Et puis, ma sœur et ma cousine vont déjeuner. Quand elles reviennent, normalement, j'aurais pas dû partir. Mais elles m'ont vanté tellement la qualité du repas que moi, je suis gourmande. Je ne peux pas laisser passer ça. Hein. Allez, j'y vais. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte, il y a 3 messieurs qui sont là. Il y en a un sur la droite, il est habillé tout à fait normalement, ça ne m'a pas... je ne sais pas, moi je l'ai vu de dos, je l'ai vu de profil, je n'ai jamais vu de face, je n'ai jamais entendu le son de sa voix non plus. Par contre, sur sa gauche, là c'est différent, il y a 2 hommes. 2 hommes habillés avec manteau de cuir et chapeau. Ça, c'est même pas la peine de demander qui c'est. C'est la Gestapo. Ils sont tellement fiers de faire peur à tout le monde que même en pleine canicule, ils ne quittaient pas leur manteau de cuir et leur chapeau. Et devant la Gestapo, qui est-ce qu'il y a? Mon père. Mon père qui avait 61 ans. Mon petit frère, est-ce que vous ne les avez pas retrouvés, hein?
Vous n'avez pas cherché. Je n'ai pas cherché. Mais il va peut-être pas. Bah, si vous la retrouvez, vous les. Donc, il y a mon père, il y a mon neveu et il y a mon petit frère. Les enfants étaient venus déjeuner. À l'époque, il n'y avait pas de cantine. Donc, les enfants qui n'habitaient pas très loin de chez eux allaient déjeuner. Ceux qui étaient loin, ben, ils emmenaient leur gamelle ou leur casse-croûte. Il y a mon neveu, voilà, c'est ça. Alors, ils sont là, mon père, et qui a prononcé le mot juif? Je ne sais pas. Est-ce que c'est papa qui m'a dit, on a été dénoncés, ils viennent nous arrêter parce qu'on est juif? Est-ce que c'est la Gestapo qui a dit, on vient vous arrêter parce que vous êtes juif? Mais moi, j'ai entendu juif. Et vous vous rappelez, juif, quand on a été à Angoulême, on l'a entendu aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais non, on n'est pas juif. Et ils nous ont gardés, mais ils nous ont relâchés tout de suite. Donc moi, je crois que ça va être pareil, là. Mais non, on n'est pas juif. Là, c'est pas pareil. Nous, quand on a été arrêtés, on était 3 jeunes filles. Tandis que là, je suis une jeune fille, mais il y a 3 personnes du sexe masculin. Et la Gestapo est au courant des coutumes chez les Juifs. Quand un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Donc, ils savent ça. Ils ne l'ont pas fait devant moi, mais ils ont emmené papa, mon frère, mon neveu, dans la cuisine. Ils les ont fait déculotter. Ils étaient circoncis. Et bien, ça veut dire qu'ils sont juifs. Immédiatement, ils nous ont embarqués. Alors, ils nous ont embarqués dans la rue. Il y avait des tractions avant, quand ils ont ouvert la porte pour nous embarquer. Quand moi, je suis arrivée pour déjeuner, je ne les ai pas vus, les tractions avant. Mais même si je les avais vus, je n'aurais pas eu peur. On était tellement, depuis 2 ans, là, les gens nous croyaient, on était acceptés. Donc, ils nous ont jetés dans la première traction avant qui était là, et ils nous ont embarqués en prison. Mais quand j'étais dans cette première traction avant, derrière, il y avait une autre traction. Et dans cette traction, il y avait des hommes qui étaient devant la voiture, et parmi ces hommes, il y avait un jeune homme. Mademoiselle, la petite, avec les... Bon, et bien, quand un jeune homme vous regarde, oui, alors, quand un jeune homme vous regarde, et puis 2-3 jours de suite, il vous regarde, il vous fait des sourires. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'il voudrait m'aborder, peut-être. Que je l'intéresse, en tout cas. Vous l'intéressez, c'est très bien. Alors, vous m'auriez dit, je ne pense rien, je vous aurais traité de menteuse. Parce qu'un jeune homme vous regarde, 2-3 fois de suite, il vous regarde, même s'il ne vous parle pas, ben vous dites... Alors, nous, à l'époque, on ne disait pas, il m'intéresse, on avait fait une touche. Je ne sais pas ce que vous dites maintenant. Alors, on était 3 jeunes filles à l'étalage, ils voyaient ce jeune homme depuis 2-3 jours passer devant nous, il ne nous parlait pas, il nous regardait, il nous faisait des sourires. Bon, et ben, il y en a une des 3 qui a fait une touche. Toujours, moi, j'étais bourrée de complexes. Non, c'est pas pour moi. Mais ma soeur, ma cousine, elles sont belles. Oui, c'est pour elle. Eh bien non, c'était ni pour elle, ni pourquoi. C'était, ils nous repéraient en l'air de dire, vous n'allez pas rire tous les jours, mesdemoiselles, parce qu'on va venir vous arrêter. Donc, quand je l'ai vu, ce jeune homme, qui était là, moi, j'ai toujours cru que ma soeur et ma cousine avaient été arrêtées aussi. Toujours. Et pendant tout le temps, j'ai parti. Alors, on les voyait, je les ai jamais vus, mais vous savez, c'était tellement grand où on nous a envoyés que ça pouvait arriver qu'on ne sache pas que la famille était là. Donc, nous, on est embarqués dans cette voiture. On va dormir le soir ensemble en prison à Avignon. On est le 13 mars. Et le 14 mars au matin, on vient nous réveiller. Vous ne restez pas là. Il y avait un car à la sortie de la prison d'Avignon. Il était plein aux 3/4 par des Juifs qui avaient été arrêtés parce qu'ils avaient fait du marché noir, qui avaient été arrêtés parce qu'on les avait pris comme otages, qui avaient été arrêtés parce qu'ils avaient fait du sabotage. Ils étaient là, ces messieurs et les dames, et les enfants aussi. On est tous emmenés en prison à Marseille, prison des Baumets.
Alors là, je suis séparée de mon père, de mon frère, de mon neveu. Eux vont être. J'ai appris que c'était dans des cellules. Et nous, les femmes et les enfants, on est dans une salle commune. Alors, on va y rester du 14 mars jusqu'à fin mars. Et fin mars, on va aller à Paris. Tout le monde sait que quand on était arrêté, on allait partir dans un camp de travail, mais on passait, avant d'aller dans ce camp de travail, par Drancy. Donc, on va voyager, train normal, un wagon qui nous était réservé, surveillé aux extrémités par gendarmes français et gendarmes allemands, et on va arriver Gare de Lyon. Gare de Lyon, il y a un autobus qui nous attend, et cet autobus va nous emmener à Drancy. Drancy était un endroit où le gouvernement de l'époque voulait faire quelque chose de spécial. Il voulait que les gendarmes vivent ensemble, en famille, sur leur lieu de travail. Donc, ils avaient prévu d'installer des gratte-ciels. Les premiers gratte-ciels sont montés là, à Drancy, pour les gendarmes. Et à la base de ces gratte-ciels, ils avaient construit des bureaux peut-être, ou pour en faire un... Je ne sais pas. En tous les cas, il y avait en construction des espèces de bâtiments, naturellement pas au gratte-ciel, mais un étage, 2 étages, qui étaient prévus pour des bureaux. Eh bien, quand Hitler est arrivé sur Paris, cet endroit lui a plu. Pourquoi? Parce que c'était un peu excentré, c'était en construction. Lui, il s'est dit très très bien, pour mettre les prisonniers, ça sera bien. C'est pas loin de Paris, mais c'est quand même un petit peu en dehors de Paris. Donc, il a terminé la construction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait? Les fenêtres. Mais les murs, le sol, ciment. Seulement maintenant, il y a des fenêtres. Et les premiers prisonniers de guerre vont y loger. On va les emmener en Allemagne et ils vont être remplacés par les Juifs. Alors, moi, je suis arrivée en 1944. Il y en a qui disent qu'en 1942, c'était terrible, 1943 aussi. En 1944, vraiment, je n'ai pas trouvé Drancy pénible. Je m'étais fait des amis, ça ne m'a pas semblé dur. Alors, on était naturellement, on ne logeait pas ensemble, même les couples, les vrais couples, la nuit, étaient séparés. Il y avait des bâtiments pour les hommes et des bâtiments pour les femmes. Donc, moi, mon père est avec sa fille. Alors, mon père, il y a mon frère et mon neveu vont être avec mon père. Ils auraient pu venir avec moi. Seulement, moi et mon neveu, on a 4 ans d'écart. Donc, il n'a pas confiance en moi. Alors, il préfère être avec mon père. Donc, il est avec mon père et mon frère. Mon frère, il suivait la foule. Et moi, je suis avec des lianes. Et voilà. On va y rester jusqu'au 13 avril 1944. Le 12 avril, on nous prévient, c'est le départ. Alors, le départ pour le camp de travail. Et le camp de travail, vous savez, quand on va dans un lieu qui est un peu éloigné, on ne sait pas où c'est. À mon époque, il y avait un mot qui dit « Oh là là, je vais là, mais c'est à perpète ». Je ne sais pas si on a encore cette expression. Eh bien, dans le camp de Drancy, le perpète, c'était devenu Pichipoy. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Ça n'existe pas, il n'y a pas de traduction. Quelqu'un a dit un mot qui ressemblait, et puis ça a été répété, et voilà. Pour tous les déportés qui étaient à Drancy, on partait pour Pichipoy, le camp de travail. Donc, la période de Drancy, ça dépendait. Il y en a qui restaient quelques jours, il y en a qui restaient une semaine, ça dépendait des transports. Mais il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas déportables. On les avait arrêtés parce qu'elles étaient juives, mais on n'avait pas le droit de les déporter. Et ces personnes-là, c'était les femmes et les enfants de prisonniers de guerre. Et il y avait aussi les couples mixtes. Un catholique marié avec une juive ou une juive mariée avec un catholique. Eh bien, ils n'étaient pas déportables.
Ils ont tenu leur promesse pour les couples mixtes, mais les femmes et les enfants de déportés, ils n'ont pas tenu leur promesse. Donc, on va vivre à Drancy. Et je me souviens, le premier jour, toute la journée, je suis avec mon père. Je ne sais pas trop quoi lui dire. Alors, je lui parlais de ce que je pensais. On est arrêté, on va dans un camp de travail. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire dans le camp de travail? Pour moi, je vous ai dit, les champs ou l'usine. Mais mon père, moi je le trouve très vieux. Maintenant, je dis qu'il était jeune. Il avait 61 ans. Mais toi, papa, tu ne pourras pas travailler en usine. Tu ne pourras pas travailler dans les champs. Ah ben, t'as qu'à leur dire, tu sais piquer à la machine. Tu savais fabriquer des pantalons quand tu étais jeune. Ben, dis-leur, peut-être qu'il y a un atelier, peut-être que. Et mon père m'écoutait et il disait rien. Dans la cour de Drancy, il y avait tous les représentants de l'espèce humaine. Des enfants, des vieillards, des personnes qui avaient l'air malades, des personnes qui étaient mutilées. Je les voyais, je voyais leur état, mais ça s'arrêtait là. Lui, mon père, c'était différent. Il voyait leur état. Et lui était plus intelligent que moi. Jamais il m'a dit, mais Ginette, descends sur terre. Ils ne nous ont pas arrêtés pour nous faire travailler. T'as vu le bébé? T'as vu l'enfant? T'as vu cette personne? T'as vu? Mais oui, c'est vrai, j'ai vu, mais je ne pensais pas. Je pensais, pourquoi je ne doutais pas des paroles des nazis, on allait travailler. Tandis que mon père, lui, il s'inquiétait et il ne m'a jamais dit, moi j'ai peur, c'est pas vrai, on ne va pas travailler dans un camp, il nous prépare quelque chose, je ne sais pas quoi. Ben, comme il ne me l'a jamais dit, et ben moi j'avais pas peur. Alors, le 12 avril 1944, on nous prévient, ça y est, c'est le départ. Demain matin, 6 h du matin, avec vos bagages, et vous avez le droit d'emmener chacun une couverture. Et à 6 h du matin, on est dans la cour, il y a un peu de bousculade, mais il n'y a pas de cris, il n'y a pas de coups, tranquillement, on va se ranger. Comme on voit les autobus qui sont derrière la porte de Drancy, on pense que c'est peut-être qu'on va partir en autobus, alors tant qu'à faire, on veut être avec les amis qu'on s'est fait dans Drancy et la famille. Alors moi je suis avec ma famille et avec les amis que je me suis fait. Donc moi je suis contente. Il y en a d'autres avec nous, mais ça m'est égal. Il y a ce type. Et on va rentrer dans l'autobus pour partir. On va pas très loin. L'autobus va s'arrêter devant une gare. Moi, j'ai cru que c'était la gare du Bourget tout le temps. Au retour, j'ai appris que c'était la gare de Bobigny. Alors, on va descendre les autobus, jusque-là, très calme. Et maintenant, ça change. Ça change parce qu'on est aux mains de l'armée allemande. Alors, eux, c'est des hurlements, des commandements. Et non seulement ils hurlent, ils nous commandent, mais en même temps, ils nous poussent. Et il y en a qui sont tellement surpris par non pas des coups, hein, mais ils nous poussent tellement fort, il y a des pauvres gens qui tombent. Et on va être arrivé sur le quai de la gare. Et sur le quai de la gare, il y a un train. Un train avec des wagons ouverts. Mademoiselle, vous êtes oui là, devant, vous me voyez? Oui. Un train, des wagons ouverts. Mais les wagons ouverts, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de banc, il n'y a rien du tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est pas un examen, on ne va pas attendre 3 heures. Vous pensez rien? Non. Bon, ben c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce que peut être ce train? Allez-y. Ouais. Fort. Parle fort. Pour les animaux. Pour les animaux. Oui, exact, c'est ça. Moi, j'ai pas pensé aux animaux, moi j'ai pensé à un train de marchandises. Eh bien, il y en a qui ont lu les livres et qui disent pour mettre les personnes dedans. C'est exact. Mais c'est parce qu'elles ont lu le livre qu'elles pensent à ça. Sinon, un train vide, pas pour mettre des gens dedans, c'est pour mettre des animaux ou de la marchandise. Non, c'est en effet, c'était pour nous transporter. Alors, on monte dans ces wagons, je ne sais pas comment on est monté, hein.
est-ce qu'on a sauté, est-ce qu'on les jeunes ont aidé les personnes âgées, j'en sais rien. En tous les cas, on est maintenant dans le wagon et comme il faut faire vite, on ne bouge pas, on est dans le wagon, on est debout et on va nous fermer les portes. Il va y avoir un bruit de cadenas et maintenant on réalise où est-ce que l'on est. Alors nous, on est dans la pénombre. Pourquoi dans la pénombre? Parce que notre wagon, vous voyez, on est tombé dans un wagon comme ça. Là. Je suis là. Alors, un wagon comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre et il y a quand même un tout petit peu d'air qui passe à cause des planches qui sont mal soudées et puis il y a quand même des petits volets, donc l'air passe par en dessous. Mais on a un petit peu d'air, on est dans la pénombre. Certains ont eu des wagons avec des fenêtres. Alors naturellement, les fenêtres étaient grillagées, les fenêtres étaient avec des barreaux, mais au moins ceux-là ont eu de la chance. Ils ont vu le jour, ils ont vu la nuit et ils ont eu de l'air. Nous, on n'a rien de tout ça. Ça fait qu'au début, il n'y a pas de problème, mais comme le train roule toujours et qu'on ne le voit pas qu'il s'arrête, eh bien, il y avait une espèce de seau qui était au bord, dans le wagon. Il nous gênait, on ne savait pas à quoi ça allait servir. On l'avait mis dans un coin. Bien là, on s'est aperçu que c'était pour faire ses besoins. Donc, faire les besoins devant tout le monde, c'était quand même plus que désagréable. Alors, avec les couvertures qu'on avait emmenées, eh bien, les hommes ont installé, on a isolé quand même ce seau. Et c'est sûr, quand on se levait, on savait pourquoi, on entendait le bruit, il y avait l'odeur, donc c'était vraiment très, 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 très gênant. On a voyagé, alors, 3 jours, 2 nuits, j'avoue franchement, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas et comment que c'était. Le départ, je m'en rappelle, le départ, on a eu du mal à s'installer, mais nous, on a été assis. On a eu du mal à placer les jambes et tout. Et moi, j'étais assise avec mon père, mon frère, mon neveu. Et puis derrière moi, j'avais mes copains, mes copines. Ça fait que moi, j'étais contente. Est-ce qu'on avait à manger? Je me revois encore au départ mon frère qui me demande déjà de la nourriture. Mais non, c'est trop tôt, Gilbert, on ne sait pas comment le voyage va durer. Des gens me disent non, on n'avait pas de nourriture. Ce que je pense, peut-être que pour les enfants, ils avaient peut-être donné quelque chose. Parce que je me rappelle de cette réponse, non, Gilbert, pas tout de suite. Et on arrive, on a voyagé 3 jours, on arrive, les portes vont être déverrouillées. C'est un moment super agréable, un air vif, vif, qui rentre dans le wagon, mais tellement vif qu'en un quart de seconde, cette mauvaise odeur, vous vous rendez compte, on est dans un wagon, on est combien? 60, 70, 80, je ne sais pas, et on a fait nos besoins dans ce seau qui n'a pas été vidé. Comme les gens qui étaient assis à côté de ce seau, eh bien, quand quelqu'un se levait pour venir, ils ne voulaient plus. Il recevait des éclaboussures, donc il ne voulait plus qu'on s'approche. Donc quand vous avez besoin pressant et vous ne pouvez pas vous soulager, ça part dans le pantalon. Donc imaginez l'odeur. On a voyagé, on ne s'est pas lavé, il y en a qui ont fait sous eux. C'était vraiment une infection. Ça fait que quand le wagon a été ouvert, à un moment vraiment super agréable. Un moment, un quart de seconde agréable. Aussitôt, vous avez des hommes qui sautent dans le wagon et qui nous poussent. Alors, mais le wagon, le train s'est arrêté. Il y a des femmes avec des enfants. Elles veulent habiller leurs enfants. Elles veulent retrouver leur bagage. Non, 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 non. Inutile de chercher. Tel que vous êtes, vous descendez. Et vite encore. Alors bon, on va descendre vite, ils nous poussent. Moi, je suis assise sur le sol du wagon, prête à descendre sur le quai, quand j'entends sur le quai des hurlements, des commandements, ce sont les officiers du camp. Ils sont là, il y a les médecins, les officiers, et ils hurlent. Moi, je ne comprends pas un mot d'allemand, mais autour de moi, je dis, qu'est-ce qu'ils disent? Et on me traduit. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées,
les personnes qui n'aiment pas marcher. Le train s'arrête à un endroit, c'est cet endroit-là. Cet endroit-là, si vous allez un jour à Birkenau, vous allez vous arrêter et ça s'appelle la Judenrampe. C'est à cet endroit-là que des millions de personnes ont été envoyées, assassinées. À cet endroit-là, la Judenrampe, le train s'arrêtait là. Jusqu'en 1944, jusqu'en mai 1944, le train s'est arrêté là, et c'est là que des millions de personnes ont été assassinées. Alors, on est tous... alors, ils ont dit, les personnes fatiguées, les personnes... Moi, j'entends ça, la traduction, Papa, Gilbert, prenez le camion, comme ça vous ne serez pas fatigué. Je me suis retournée pour leur dire ça. Ils étaient déjà partis, ils m'avaient écouté. Je voulais leur faire un petit bisou, moi. Eh ben non, mais c'est pas grave. Sans arrêt, ces messieurs nous rappelaient. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Alors maintenant, à part ceux qui sont montés sur les camions qui sont très peu, nous, on va tous être sur le quai. Voilà, hommes, femmes, enfants, tout le monde est sur le quai. Et maintenant, de nouveau, il va y avoir des ordres. Vous allez vous mettre les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Alors, allons-y, on se partage, hommes d'un côté, femmes de l'autre. De nouveau des ordres. Il faut être 5 par 5. Alors, on est 5 par 5. Et maintenant, on va passer devant ces messieurs. Mais jusque-là, schnell, schnell, schnell. Maintenant, non, c'est plus schnell. Langsam, c'est-à-dire lentement. On va passer devant eux. On va faire une pause. Et pendant cette pause, ils vont nous évaluer. Toi, 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 toi. Alors, toi, tu vas à gauche, toi, tu vas à droite. Moi, je ne sais pas si c'est la gauche ou la droite, mais dans mon groupe, on est très peu. On est très peu, mais on a l'air d'être jeunes. Il y en a des plus jeunes que moi, il y en a des moins jeunes que moi, mais on a l'air costaud. Tandis que de l'autre côté, alors là, c'est tout à fait différent. Plus personne n'a l'air costaud. Vous avez des personnes qui sont enceintes, vous avez des personnes avec des enfants, vous avez des personnes très âgées, vous avez des personnes mutilées, tout ça, là. Et ceux qui sont justement pas comme nous, c'est-à-dire pas comme nous costauds, eh bien, nous, on va partir à pied, on est jeunes, on peut, alors qu'eux, on va les mettre dans les camions. Et Ginette, qui est encore très innocente, trouve qu'on lui a dit que les nazis étaient inhumains. Moi, ça me rassure. Non, c'est pas vrai, c'est encore du bobard. C'est pas être inhumain que de demander aux jeunes de marcher et les autres de les faire monter sur les camions. Parce que le camp est éloigné et que pour aller dans le camp, il va falloir être à travers champs. Nous, on part à pied, puis les autres vont partir en camion. Et moi, j'étais contente que papa m'ait écouté avec Gilbert, parce que c'était pénible. On rentrait dans la terre, il fallait se faire des efforts pour sortir le pied de la terre et mettre le pied l'un devant l'autre. Ceux qui nous accompagnaient, ils nous poussaient, schnell, schnell, schnell. On arrive à un moment donné, je vois des fumées, des cheminées, une odeur qui chatouille les narines. Ah, ben là, voilà mon usine. Vous vous rappelez, moi je suis dans un camp de travail, l'usine ou les champs. Donc là, voilà l'usine, j'ai peut-être travaillé là, et les champs, ben, je suis en train de les traverser. Donc maintenant, on va arriver dans le camp. Pour moi, un camp de travail, je voyais l'usine et je voyais quelques baraques pour loger les ouvriers. On est maintenant dans le camp. L'usine, je l'ai vue, il y a les cheminées, l'odeur, mais quand j'ai dit quelques baraques, mais là, ce n'est pas le cas. À perte de vue, des baraques, des baraques, des baraques. Et alors, est-ce que vous les avez vues, les baraques? Voilà. Alors, vous voyez, des baraques, voilà les baraques que... Alors là, les baraques, elles ont été refaites, elles ont été démolies, ça a été démoli par les Polonais quand le camp a été libéré, ils ont récupéré le matériel, et du coup, ça a été
reconstruit. Alors, j'ai jamais vu les baraques comme ça. Hein. Elles étaient toujours dans la saleté parce qu'ils sont servis du matériel de récupération pour faire ces baraques. Ça fait que rien n'était de jolies couleurs comme ça. Maintenant, oui, c'est ce qu'on voit. Donc, on rentre dans le camp. Les baraques, je les vois, c'est la quantité qui m'étonne parce que je ne voyais que quelques-unes, alors que là, c'est à perte de vue. Mais il y a encore autre chose qui m'étonne, c'est que ce camp de travail est entouré de murs de barbelés. J'ai jamais été dans un camp de travail, mais ça a quand même fait drôle. Et non seulement murs de barbelés, mais ces murs de barbelés sont entrecoupés de miradors. Et dans les miradors, il y a des soldats. Et les soldats, les miradors qui sont à l'air, on voit les soldats avec leurs mitraillettes dirigés à l'intérieur de ce camp. Et les autres qui sont éloignés, on voit les silhouettes des soldats en hauteur. Et eux, ils n'ont pas de mitraillette, ils ont des jumelles. Je vous dis, je m'étais fait des idées, bon, bah c'est comme ça. Et maintenant, on va nous emmener dans un bâtiment en dur. C'est le seul qui est comme ça dans Birkenau. On apprend qu'on est à Birkenau. Pour aller dans ce bâtiment, on croise des gens, je ne sais pas si vous les avez vus, et bizarres. Elles sont pas normales. Elles nous regardent avec des yeux enfoncés dans les orbites. Elles sont mal habillées. Moi, je pense qu'il y a un camp d'aliénés dans ce camp de travail. Mais je pense, mais je n'ai pas le temps, hein, je ne pose ni question ni rien. Maintenant, on nous a poussés dans une baraque encore. On est dans une grande pièce, elle est vide, et parallèle au mur, il y a des tables. Des tables, et derrière ces tables, il y a des dames. 2 dames par table. Nous, on est devant, on nous a fait rentrer, et maintenant, on nous donne des ordres. C'est bien placé, un beau rang. Alors, ils sont très, très maniaques pour les rangs. Il faut, attention, t'as un pied trop en arrière, t'as un pied trop devant, et que je te file un coup de pied. Et alors maintenant, on est rangé comme ils veulent, ça va. Maintenant, les ordres arrivent, déshabillez-vous. Alors, on a du manteau, on a des vestes, on enlève. Schnell, Schnell! Alors, il faut encore enlever. Alors, on enlève le pull, on avait la robe. Schnell, Schnell! Alors, on est tous en combinaison. À l'époque, aucune personne n'était avec une robe sans combinaison en dessous. Donc, on est tout en combinaison, et bien, il faut enlever la combinaison. Bon, ben, on va rester en culotte et soutien-gorge. Non! Ces messieurs, ces commandants, savent que quand on est nu, on perd tous ses moyens. Et c'est exact. On nous oblige à être nus, complètement. Il n'y a pas d'hommes. Moi, je n'ai pas vu d'hommes. Peut-être qu'il y avait un soldat, 2 soldats. J'en sais rien. Moi, je ne les ai pas vus. Mais j'ai vu que des femmes. Et on a exigé de moi que je sois nue devant des femmes que je ne connais pas. J'ai honte. Je suis malade de honte. J'ose regarder personne. J'ai 2 mains, je me cache les seins, je me cache le sexe. J'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. Quelquefois, j'ouvre les paupières et j'aperçois des corps de femmes que jamais j'avais vus. Moi, je voyais pas, à part moi, j'ai jamais vu personne de nu. Donc, moi, je suis jeune, là, je vois vraiment des personnes avec des corps déformés. Alors, maintenant, c'est à mon tour d'être devant la table. Il y en a une qui a un registre. Est-ce que c'est moi qui ai marqué? Est-ce que c'est elle? Je n'en sais rien. Vous vous rappelez, je cache mes seins, je cache mon sexe, je suis là, toute ratatinée. Elle prend mon bras, et du coup, je suis complètement nue devant leur table, et elle me met sur un numéro. Mais moi, ce numéro, j'ai tellement honte, la honte est tellement forte que le numéro, est-ce que ça m'a fait mal? Est-ce que ça t'est senti amoindri d'avoir ce numéro? Certaines copines, oui, elles ont frotté, savoir qu'elles allaient être marquées à vie, ça ne leur plaît pas.
elle frotte. Non, ça part pas, hein. C'est profond dans la chair. Moi je m'aime pas, moi, je ne sais même pas si ça m'a fait mal, je ne sais même pas si j'ai honte d'être mariée. Moi, il n'y a qu'une chose, j'ai honte d'être nue. Alors maintenant, on a été enregistrés, on a été tatoués, on va nous emmener dans une autre salle. Vous avez des femmes debout derrière un tabouret, à tour de rôle, on va s'asseoir et on va devant les autres filles qui sont là, qu'on ne connaît pas. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, puisqu'on a été rentrés dans le camp mélangé. Et maintenant, devant tout le monde, on va vous enlever les poils du sexe. Vous voyez le tableau? Moi, je sais qu'au début, quand je parlais, j'avais encore la honte d'être. Alors, vous êtes assise, vous, et vous avez une femme que vous ne connaissez pas, qui va vous enlever les poils du sexe, devant toutes les autres qui sont là. Mais c'est voulu. Les nazis savaient qu'on serait humiliés, qu'on serait amoindris. Alors, on va vous enlever les poils du sexe, on vous enlève les poils sous les bras, et on vous enlève les cheveux. Vous avez des femmes qui étaient... la nudité, elles l'ont accepté. Enlever les poils du sexe, mais on a touché à leurs cheveux alors qu'elles étaient tellement fières de leur coiffure. Eh bien, fières ou pas fières, tes cheveux maintenant sont à tes pieds. Et maintenant, mais dans un transport, on disait un convoi, un transport, c'était ceux qui étaient partis de France pour arriver en Pologne. Là maintenant, nous, pourquoi, je n'en sais rien, on n'a pas tout été rasé. On a eu tout droit à des coupes de cheveux, il valait mieux quelquefois être rasé, mais il y en a qui ont gardé un peu de cheveux, moi je suis parmi celles qui ont gardé un peu de cheveux. Et maintenant, on va nous parler de douche, alors là on est contente, parce qu'on a voyagé pendant 3 jours, on ne s'est pas lavé, maintenant avec les poils qui sortent, alors on est content. Alors on arrive dans une salle, vous avez des douches au plafond, on va nous pousser pour être 3-4 sous une pomme de douche, et on est là à attendre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. D'un seul coup, Ginette, c'est fini, c'est plus Ginette. Elle a plus honte, elle accepte la nudité, ça ne la dérange plus, on l'a tatouée, elle ne l'a même pas réalisé, elle accepte tout. Et maintenant, on est sous la douche, on attend. Pas d'eau. On ne nous a pas donné de savon, hein. Pas d'eau. Ah, ça y est, elle commence à couler. Elle est brûlante. Tout le monde hurle. Aussitôt, elle est glacée. Tout le monde hurle. On est 4-5 sous une pomme de douche. Donc on est à peine mouillés. Allez, on nous chasse. Foutez le camp. Et on se retrouve dans une salle. Ah ben, quand vous avez pris la douche, qu'est-ce que vous cherchez? Les serviettes. Eh bien, on cherche les serviettes. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas besoin. Toutes les vitres de cette salle sont cassées. Ben, ça fait des courants d'air. C'est ça, les serviettes, des courants d'air. Alors maintenant, tout le monde a pris cette fameuse douche, il n'en est pas. Tout le monde a été rasé les cheveux. Et je peux vous garantir que quand on est jeune, même les moments les plus durs, c'en était. On nous a enlevé les cheveux, on nous a tatoués, c'est affreux moralement. Hein. Ben, on rit parce qu'on se regarde, on ne se reconnaît même pas. Oui, nous on a ri. Il y en a peut-être qui ont pleuré, mais nous les jeunes, j'étais un petit groupe de camarades quand je m'étais fait à Nancy, et bien oui, on a ri. Et maintenant, alors, on est toujours nus, on va nous emmener pour nous habiller. Alors, comment vous voyez, vous, mademoiselle, qui est là, face à moi, premier rang là, oui. Alors, comment vous voyez les déportés habillés? Je ne sais pas, peut-être des poils de jute, peut-être, je sais pas, quelque chose de très... Ah, je ne parle pas, elle est très bien. Ça va. Je vais vous envoyer les microbes. C'est vous qui allez ça va. Alors, j'ai pas entendu où est-ce qu'elle est, ma traductrice. De la toile de jute. De la toile de jute. La toile de jute. Ah oui. Et qu'est-ce que vous voyez quelqu'un habillé autrement qu'en toile de jute? Non? Oui? Des combinaisons rayées, blanches et noires, avec des calots pour les hommes. Allez. Ah bah, c'est pas mal ça comme idée. Blanche et noire, ça doit pas être laid.
Alors, vêtements rayés, d'accord. Toile de jute, pas d'accord. Parce que, en fin de compte, les déportés politiques, c'est-à-dire celles qui ont fait du marché noir, celles qui ont été arrêtées pour fait de résistance, qui n'étaient pas juives. Oui, ces déportés-là avaient des vêtements rayés, gris et gris bleuté. Vêtements rayés, d'accord. Mais les juives, ils ne vont pas nous donner des uniformes. Les juifs, la vermine, que des gens qui sont rien du tout, des gens, on ne va pas leur donner un uniforme, ça coûte cher. Non, ils vont nous habiller avec les vêtements que les juifs, quand on a été arrêtés, ont emmenés avec eux dans leur bagage. Ces vêtements, je suis totalement mal, je m'enrhume. À Angoulême, j'aurais dû boire du cognac, j'aurais pas terminé peut-être. Bon, alors donc, nous, on va nous habiller avec les vêtements que les Juifs, quand ils ont été arrêtés, ont emmenés avec eux. Alors, naturellement, il y en a qui ont pris leurs meilleures affaires. On s'en va à l'étranger, il faut qu'on soit bien habillé. Puis il y a au contraire les autres qui ont dit, on va prendre ce qui est le plus moche. On ne va pas amener en Allemagne nos beaux vêtements. On les laisse à la maison pour les retrouver. On emmène ce qui est mauvais. Donc, ces bagages vont être... Vous vous rappelez que quand les gens sont descendus du wagon, quand on était arrivés, il a dit non, 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 vous laissez tout dans les wagons, on vous les amène dans le camp. C'est exact, ce n'était pas un mensonge. Ils les ont emmenés dans le camp, mais pas à leur propriétaire. Tous les bagages arrivaient dans une partie du camp de Birkenau qu'on appelait Canada. Canada parce que ça donne une sensation de bien-être quand on dit Canada. Je pense que c'est pour ça. C'est vrai, au Canada, on voit les gens heureux, on voit les gens... Tout au moins, moi, c'est l'idée que je me faisais du Canada. Donc, ça s'appelle Canada. Alors, ceux qui y travaillent, ceux qui y logent, ce sont les gens du Canada. Et tout le monde aurait voulu être dans ce travail-là, parce que vous vous rendez compte, ils ouvrent des bagages. Quelquefois, il y en a qui ont emmené de la nourriture, il y en a qui ont emmené des vêtements. Et quand on est arrivé, ils nous ont distribué les vêtements. Mais il y en avait des biens, des moins... Des biens, il y en avait très peu. Il y avait des moins bien, il y en avait des très mal. Mais j'étais pas déchirée. Mais des affaires qui ont été mises, remises, défraîchies, tachées, mal coupées. Donc, on est habillé avec ce genre de vêtements. Mais ceux qui travaillent au Canada, au départ, étaient habillés comme nous. Mais après, ils ont devant eux des vêtements qui sont bien, des pulls verts, tout ça. Ben, vous pensez bien, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Mais on prend le droit de le faire quand même. Alors, tout le monde aurait voulu travailler au Canada, mais malheureusement, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Alors, nous, moi, je me souviens plus ce que j'avais eu, mais ce que je me rappelle, c'est que en guise de combinaison, on m'avait jeté une espèce de... ou c'était une robe, ou une chemise de nuit, mais je sais que je l'avais appréciée. Mais j'avais pas eu de culotte. Ça m'a intriguée. Tout le temps, quand j'ai appris qu'on était libérés, je voulais savoir si on avait des culottes. Mais comment peut-on avoir des culottes? Si on a des culottes, comment qu'on l'a lavé? Comment qu'on l'a fait sécher? Et en fin de compte, on n'avait pas de culottes. Donc, vous imaginez le travail. Alors, on a été habillés. Maintenant, on a pris une douche qui n'était pas une douche. Et maintenant, on nous parle de toilettes. On va passer aux toilettes. Ah, vous vous rendez compte? Dans le wagon, on n'a pas pu se soulager comme on voulait. Les gens voyaient, les gens entendaient. Et la douche, on aurait peut-être pu se soulager, mais comme il n'y avait pas d'eau, on ne l'a pas fait. Alors là, maintenant, qu'on nous parle vous l'avez retrouvé, voilà. Alors, on est contente. Alors, comment qu'on va les toilettes? Un endroit où on va être isolé. Eh bien, on arrive dans une baraque, on est à la porte de la baraque, et c'est pas un endroit isolé. Il y a les gens qui étaient déjà là, qui s'en vont, il y en a encore qui sont assises. Vous avez un socle,
percés de trous, et les gens font leurs besoins côte à côte, dos à dos. Moi, cette salle-là, pour moi, c'est le comble de la haine. Comment des gens que l'on dit civilisés, artistes, on les voit musiciens, on les voit peintres, comment des personnes comme ça ont eu l'idée, par haine, de nous faire subir ces choses-là. Alors vous arrivez, vous croyez être isolé dans votre petit coin, pas du tout, et vous êtes à la porte. Moi je suis à la porte de cette baraque, et qu'est-ce que je vois dans mon point de mire? Il y a 2 femmes, côte à côte. Il y en a une, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle urinait dans ses mains, et elle se frottait les fesses avec ses urines. Oh, quelle horreur! Et elle a eu le droit à tous les noms d'oiseaux. Et à côté, je crois que c'est une statue. Non, elle bouge. C'est pas une statue. Mais tellement maigre, je voyais les os du bassin, je voyais les vertèbres qui sortaient. J'ai eu les explications de ces 2 femmes. Celle qui se lavait les fesses avec ses urines, elle essayait d'échapper à la chambre à gaz. Et celle qui était très 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 maigre, elle aussi, elle essayait d'échapper à la chambre à gaz. Ces femmes-là, quand nous, on a été, à vous rappeler, on arrive, on vous sélectionne, toi tu montes sur les camions, toi tu rentres dans le camp. Mais ça ne veut pas dire qu'on était sauvés. Nous, on le croyait, mais pas du tout. Vous êtes sauvés de la première sélection, mais des sélections, il y en avait tout le temps. Chaque fois qu'un transport était annoncé, il faut de la place pour loger les gens. Et bien, comment qu'on va faire de la place? Eh bien, les gens qui vont arriver, c'est des gens qui sont costauds, puisqu'ils ont subi la première sélection. Donc, c'est des gens costauds. Mais à l'intérieur du camp, les gens qui sont rentrés dans le camp, eh bien, à force de travailler, d'être mal nourris, elles sont de moins en moins costauds. Alors, quand il y a un transport qui est annoncé, on va faire de la place. Il va y avoir des sélections. Et celles qui sont maigres, ben, ça veut dire que si elles sont maigres, elles sont pas costauds pour travailler. Alors, allez, chambre à gaz. Et cette femme qui se lavait les fesses avec ses urines, c'est parce qu'elle avait peur des abcès, des plaies. Parce qu'on était tellement dans la saleté que la moindre griffe devenait une plaie affreuse. Et quand il y avait une sélection, les nazis nous faisaient mettre nus, et puis ils nous faisaient tourner comme ça. Parce que si vous voyez de face, ils ne voient pas de dos. Donc ils nous faisaient tourner. Ah, elle est maigre, on voit ses côtes, on voit ses... Allez, elle ne peut pas travailler, elle est trop faible, elle est trop... Allez, vas-y, toi tu vas partir mourir. Celle qui avait mis ses urines, qui se lavait les fesses avec ses urines, il était dit, par le bouche à oreille, que dans les urines, il y a de l'ammoniac, et que l'ammoniac cautérise les plaies superficielles. C'est-à-dire que ça les cautérise, ça veut dire que ça les infecte, alors que la plaie superficielle n'a pas le temps de devenir une plaie affreuse. Alors, quand vous étiez nus, les nazis vous êtes tournés, s'il y avait une plaie qui s'infectait, ah ben non, avec une plaie comme ça, elle ne peut pas travailler comme il faut, elle doit souffrir. Allez, chambre à gaz. Ça fait qu'on essayait le plus possible d'éviter de montrer ce qui nous empêchait de travailler. Les nazis voulaient bien nourrir les juives à condition qu'elles puissent travailler. Alors déjà, quand on est arrivé, ils décidaient que avant 15 ans, on est trop jeune, on ne peut pas travailler, et les femmes, après 45 ans, elles sont trop vieilles, elles ne peuvent pas travailler. Alors 15 ou 45 ans. Et quand on était après dans le camp, eh bien là, il fallait absolument pas avoir un petit bouton. Ça, si tu as des boutons, tu te grattes. Si tu te grattes, tu ne travailles pas. C'est du temps perdu. Allez, même des boutons, ça a été une raison de vous envoyer à la chambre à gaz. Alors,
quand on a été à Birkenau, la mort était toujours sur nos têtes. La mort par les plaies, la mort par les autres. Mais il y avait aussi les coups. Vous aviez les coups qui étaient là aussi, qui pouvaient tuer les gens. Alors nous maintenant, on arrive, on a été habillés mal, mais on a été habillés, et maintenant on vous amène dans une baraque. La personne qui va vous recevoir, c'est celle qui s'occupe de la baraque. Alors elle nous accueille, elle se présente, on m'appelle la Blokova, je suis responsable de cette baraque, c'est moi qui commande, et vous n'avez rien à dire. Si vous disputez mes ordres, j'ai le droit de vous tuer. Mais de toute façon, vous êtes rentré ici pour ne pas en sortir. Vous ne sortirez pas vivant de ce camp. Alors, quand on est arrivé, on a tellement eu de choses qui nous... On n'a même pas réalisé qu'elle était en train de nous dire qu'on ne sortirait pas vivant. Hein. Après, on réalise et on pense qu'elle a raison. Donc, alors, et elle dit, elle nous emmène devant des espèces de niches. Vous les avez vues? Non? Je les ai. Hein? Ah ben voilà. Alors, ces niches, ça s'appelle des koyas. Dans les prisons, on avait des lits superposés. À Drancy, il y avait des lits superposés, mais il y avait aussi des matelas par terre, mais on était une personne par lit. Là, elle nous emmène, voilà ce qu'elle nous montre, des espèces de niches. Dans ces niches, il y avait 3 paillasses. La couleur de la paillasse, certainement que quand elle était neuve, ça devait être un joli orangé, parce que c'est de la paille. Mais quand, là maintenant, ça avait tellement servi, que il n'y avait plus de couleur. La paille qui était à l'intérieur, ça faisait certainement, au début, un matelas assez épais. Et bien là maintenant, on était carrément à même le sol. Il n'y avait plus de paille à l'intérieur. Bon, allez, alors ces koyas, ça faisait... voilà, vous voyez, du début de la table jusque là. Voilà. Et bien, dans un endroit comme ça, on était 6. Donc, ça veut dire que celle qui commande, la Blokova, nous explique qu'on ne peut pas être 6 côte à côte, mais il y en aura 3 dans le fond, 3 devant. Et donc, on va s'installer. Quand on a pris la couverture qui était pliée au milieu de ces 3 paillasses, quelle horreur, c'était du bois. Déjà, la couleur n'était pas agréable à voir, mais alors quand on l'a touché, ça a été le comble. Et on est couché côte à côte, collés. Il y a juste les pieds de celles qui sont dans le fond qui nous séparent de votre voisine. Et les pieds, eh ben, on les a devant la bouche, sous le nez. Eh bien, on est sale. On est écœuré, on est dégoûté. Mais j'ai réussi quand même à m'endormir tout de suite. Et quand on s'est endormi tout de suite, j'avais l'impression de ne pas dormir, mais quand on s'est couché, on a eu des affaires. Elles n'étaient pas bien, elles n'étaient pas belles, elles n'étaient pas propres, mais on ne dort pas tout habillé. Hein. Donc on les avait enlevées et on les avait pliées pour mettre sous nos têtes. Il y avait déjà les chaussures sous nos têtes aussi. Et moi, je vous rappelais cette jolie robe ou chemise de nuit en guise de combinaison. Elle m'a sauvée là. Elle m'a sauvée parce que je m'étais enfouie dans cette chemise de nuit. J'avais planté mes mains dans les manches. Comme elle était assez longue, eh bien, je ne touchais pas mes voisines, je ne touchais pas la paille. J'étais heureuse d'avoir cette combinaison qui n'était pas une combinaison. Et puis, le matin, on nous réveille. Il faut qu'on soit tout de suite dehors pour l'appel. Oui, mais tout de suite, il faut récupérer les affaires, il faut les mettre. Celles qui sont en haut, il faut qu'elles descendent, celles qui sont en bas, il faut qu'elles se redressent. Il faut retrouver les chaussures, il faut reprendre les affaires, il faut les retrouver. Elles sont pliées sous nos têtes, mais ça s'est un peu dérangé la nuit en blanc. On est trop tard. Alors, elle nous attend à la sortie, et vas-y que je te cogne. Alors maintenant, on est dehors, on a compris la leçon. Il ne fallait pas se déshabiller. Et quand on s'est déshabillé une fois, plus jamais, pendant tout le temps qu'on était à Birkenau, on s'est déshabillé. On dormait, on travaillait,
Je crois, et je ne m'en souviens pas, mais pourquoi ça j'en sais rien, j'arrive pas, j'ai pas d'explication. On devait être toutes très, très, très sales. Mais dans ma tête, je ne le vois pas. Alors, on va être d'abord, on arrive, on va travailler, on va être dans un camp. Dans ce camp, ça s'appelle le camp de quarantaine. Ça veut dire que vous allez rester pendant quelques jours avec un travail qui n'est pas obligatoire. Donc, comme le travail n'est pas obligatoire, quand la capo vient nous chercher pour nous emmener au travail, ben, il n'y a pas de volontaire. Et comme il n'y a pas de volontaire, eh ben, elle vous prend de force. Et comment qu'elle vous prend de force? Vas-y, des coups, encore de nouveau. Hein. Et quand on est en quarantaine, le travail, c'est un travail ridicule, qui sert à rien du tout, mais qui nous apprend ce que c'est qu'être dans un camp d'extermination. Je vous garantis qu'on l'a appris tout de suite. Après, quand vous êtes passé la quarantaine, alors là, vous allez aller dans le camp de travail. Alors, la quarantaine, c'est le lager A. Et quand on va aller au travail, ça sera le lager B. Et quand vous êtes au lager B, toujours la même façon d'être logé et tout, là, vous allez avoir un travail qui sert à quelque chose. Et quelquefois, vous allez toujours rester dans le même travail. Puis, d'autres fois, vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un que vous connaissez qui a un travail agréable, tout au moins dur que celui que vous avez. Elle va peut-être réussir à vous prendre avec elle, et ça c'est vrai. Il y en a qui ont eu cette chance. Moi je ne l'ai pas eu. Et moi je suis restée à Birkenau jusqu'en novembre 44. Novembre 44, ce jour-là, je ne suis pas au travail. Ça aurait pu être catastrophique. J'aurais pu ne pas revenir. Eh bien, je suis revenue. Pourquoi? Un appel général. Toutes les personnes qui ne sont pas au travail doivent se regrouper à l'endroit où maintenant les trains arrivaient. Vous vous rappelez, nous, on arrive, il n'y a rien. Ça s'appelle la Judenrampe. Il n'y a absolument aucun toit de maison à des kilomètres à la ronde. On ne voit rien que les champs. Maintenant, malheureusement, on voit, il y a des gens qui ont acheté du terrain et qui ont construit des maisons. On n'aurait jamais dû laisser construire des maisons à un endroit pareil, où des gens ont été, des millions ont été assassinés à cet endroit. Eh bien, ils ont fait construire des villas, et vous voyez des villas avec des toboggans, avec des... C'est dur de savoir que les vôtres sont morts à cet endroit-là, et puis il y en a d'autres, des enfants qui viennent s'amuser. Donc, nous, on est dans ce camp, et jusqu'en novembre 1944, ce jour-là, un grand appel général. On a tous peur, parce qu'il y a toujours la mort sur nos têtes. Eh bien, il y avait un train qui avait amené des Hongroises. Eh bien, ce train, il est là. Les Hongroises sont rentrées dans le camp, c'est-à-dire naturellement, avec des gens de leur famille assassinés, et le petit groupe qu'elles représentent est là au travail et logé déjà. Eh bien, nous, on va prendre leur place dans le train. On va prendre leur place dans le train. Le train va partir. On est resté, je crois, 2-3 jours pendant le transfert. Moi, je sais que j'ai dormi tout le temps. Les autres, j'en sais rien. Et quand le train s'est arrêté, il a fallu marcher à pied à travers un petit village. C'était Bergen-Belsen, je ne sais pas exactement. Et il y en a qui disent que les enfants me regardaient et jetaient des pierres. Moi, je n'ai jamais reçu de pierre. Et on arrive dans ce camp. Il n'y a pas de baraque. C'est un grand terrain vide. Il n'y a rien, on ne voit rien. Par contre, on voit le mur de grillage qui entoure ce terrain. Et derrière ce mur de grillage, on voit des enfants. Il y a tellement longtemps qu'on n'a pas vu d'enfants, on s'en approche, parce qu'il n'y a aucun officier qui est là pour nous dire « mettez-vous en rang » ou tout. Il n'y a personne. Donc, on s'approche de ce mur de grillage. Il parle français. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'était les enfants et les femmes de prisonniers de guerre qui n'auraient jamais dû quitter Drancy. Eh bien, ils les ont quand même déportés. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Mais ils ne les ont pas emmenés à Birkenau. À Birkenau, les enfants auraient été gazés et certaines mamans aussi. Ils les ont gardés à Bergen-Belsen.
Donc, normalement, ils n'auraient jamais dû quitter. Alors, quand il y a eu un enfant caché, comme un enfant de prisonnier de guerre, comme ça, qui m'a raconté son histoire, j'avoue franchement que j'étais jalouse. Lui, il est en vie, alors que les nôtres, on les a tués. Mais il me racontait, pendant qu'il était dans le camp avec sa mère, parce qu'ils étaient avec leurs parents, avec, pas les hommes, mais avec les femmes. Donc, il me racontait qu'il souhaitait que des Allemands viennent tuer sa mère. C'est quand même dur quand un enfant vous dit ça. Et pourquoi il voulait qu'on tue sa mère? Parce qu'il voyait, il y avait la maman, elle cachait du pain, il le voyait, c'était en hauteur. Et quand il disait « maman j'ai faim », eh bien maman j'ai faim, elle s'en foutait. Elle lui donnait même pas à manger. Alors il souhaitait qu'on tue sa mère. Et naturellement, l'explication c'est qu'il donnait un pain pour 4 jours. Donc la maman faisait des rations, et puis si elle avait tout donné le même jour, ben, l'enfant pendant 3 jours aurait crié à la famine. Donc elle avait des rations et elle donnait une ration et pas 2 à son fils. C'est dur quand un enfant se rappelle qu'il voulait tuer sa mère. Donc à partir de ce moment-là, j'ai quand même changé d'avis. Mais au début, je ne les plaignais pas du tout. Et nous, alors, on est à Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, on n'a pas travaillé. Pourquoi ils nous ont emmenés là, je n'en sais rien. Mais alors, on était quand même mieux logés. On se lavait toujours à Birkenau. Moi je me suis jamais lavé, alors que là il y avait un espèce de comment, je sais pas comment, un réservoir avec des tuyaux et un peu d'eau qui coulait. Tout le temps à Bergen-Belsen je me suis lavé. Les gens ne vous regardaient même pas, mais tous les gens passaient devant vous, vous vous en foutiez. On est habitué maintenant à la nudité. Mais par contre, il y avait une espèce, à côté de ce lavabo, il y avait de l'eau de javel en poudre, on se lavait avec ça. Enfin, ceux qui se lavaient. Moi, je me suis toujours lavé à Bergen-Belsen. Et on a changé souvent de camp, et à Bergen-Belsen, je me suis fait des amis. À Birkenau, pas du tout. Et un jour, à Bergen-Belsen, en février 1945, des propriétaires d'usines viennent. Ils ont besoin de personnel parce que tous ceux qui étaient capables de tenir un fusil étaient sur le front, mais il fallait faire marcher les usines. Alors les contremaîtres s'adressaient au directeur d'usine pour nous acheter. Ils nous achetaient pour venir travailler dans leurs usines. Et ça a été vraiment un moment plus agréable pour nous. On a été quand même mieux traités. On a été mieux traités parce que les patrons de cette usine nous considéraient comme des juifs, donc toujours des bouches inutiles, mais quand même, comme ils voulaient qu'on travaille pour eux, la nourriture était quand même un petit peu plus en quantité, on était mieux traités, et au lieu de dormir comme toujours les uns sur les autres et 5 à 6 par koya, et bien là, on a eu le droit à des lits. Un lit par personne. Dans un petit dortoir, il y avait quand même une petite notion d'humanité là. Et on a dans l'usine, alors je me souviens toujours, on était arrivés en fin de semaine, là aussi à nous, ils nous avaient donné un pain. Et moi je suis plutôt genre fourmi, j'en avais mangé et j'en gardais le reste, tandis qu'il y en a qui ont mangé leur pain tout de suite. Oui, mais leur pain c'était pour 4 jours aussi. Ça fait que quand est arrivé le lundi et qu'on a été travailler, il y en a qui tombaient dans les pommes. Nous, on est là au travail, ils nous ont partagé en équipe de jour et équipe de nuit. Je fais partie de l'équipe de jour et on nous emmène à l'usine. Là, c'était une usine qui travaillait pour l'aviation. Le contremaître de cette usine nous reçoit. Vous, les Juifs, vous ne mangerez pas dans la cantine. Vous attendrez pour manger le soir dans vos baraques. On est habitué à ce genre de discrimination. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire? On accepte. Et il nous met au travail, il nous montre ce qu'il faut faire, c'est pas très très dur. L'heure du repas arrive, les ouvriers qui avaient amené leur casse-croûte
ou leurs gamelles vont dans la cantine pour la manger. Quand ils ont fini de manger, ben, ils se remettent au travail. Mais le contremaître qui ne voulait pas qu'on aille se reposer dans cet endroit-là est quand même un brave homme et il nous fait rentrer dans la cantine. Moi, dès que je vois un banc, une chaise, je m'assois et je dors. Je commence donc à vouloir dormir, mais il y a des copines qui ne sont pas comme moi. Elle donne un petit coup d'œil circulaire et il y en a une qui tombe sur la poubelle. La poubelle et elle aperçoit des détritus dedans. Ah ben, les épluchures, il y a quand même des épluchures, il y a peut-être un petit peu quelque chose dessus qu'on pourra manger. Et puis peut-être qu'il y aura des os, et sur les os il y aura peut-être un petit peu de viande, on ne sait pas. On est affamé, hein. Donc quand elle commence à prendre la poubelle, à mettre ça sur la table et à fouiller dedans. Mais toutes les copines ne la laissent pas. Et tu ne crois pas que tu vas fouiller toute seule, hein. Il y en a, il faut en donner pour les autres aussi. Ça fait qu'on se bat autour de cette poubelle pour voir qui va récupérer une épluchure de légumes, une épluchure de fruits, on ne sait même pas ce qu'il y a. Les ouvriers, quand ils ont vu qu'on se battait pour leurs ordures, après, ils n'avaient pas le droit de le faire, mais ils l'ont fait. Ils nous cachaient des petits morceaux de pain pour qu'on puisse un peu... Eux aussi, c'était des restrictions, mais quand même, ils nous ont aidés avec des petits morceaux de pain cachés dans les machines. Quand on travaillait avec un ouvrier comme ça, ils nous planquaient des bouts de pain et comme ça, on pouvait manger. On a travaillé comme ça dans cette usine où on était quand même mieux traité, on pouvait se laver, il y avait une espèce de lavabo dans le fond de la baraque, il n'y avait pas de savon, mais c'était de la poudre de javel, mais on a pu se laver, pas de serviette naturellement, il n'y en a toujours pas, mais on était à peu près. Nos cheveux avaient repoussé, on ne se les a jamais lavés, mais ils étaient mieux, ils avaient repoussé, les poils aussi. Hein. Et le avril 45, on doit travailler, donc l'équipe de jour rentre et l'équipe de nuit, non c'est le contraire, l'équipe de nuit rentre dans le camp et nous, l'équipe de jour, on doit les remplacer. Eh bien les deux équipes sont bloquées, c'est fini, l'usine, on n'en parle plus, il faut partir parce que les Alliés approchent. Les Alliés, c'était les Anglais. Alors, ils nous ont fait partir en train. Nous, on a toujours été en train. Mais ça a été le train de la mort. On est dans les wagons, on est un petit peu moins qu'au départ de Paris, mais on est quand même pas mal. Toujours un petit peu de paille sur le sol. Là, il n'y a même pas de seau, ni pour faire ses besoins, rien du tout. Et le train démarre. Il s'est arrêté je ne sais combien de fois. Il fallait laisser passer les trains prioritaires. Il y avait une alerte, il fallait s'arrêter pour que ces messieurs les soldats puissent aller se mettre à l'abri. On est resté combien de fois sur ces voies de garage, oubliées ou volontairement, on n'en saura jamais rien. Enfin, on arrive à destination. Pendant ce voyage, il y avait à côté de moi une femme. Elle, au début du voyage, presque tout de suite, elle dormait et elle me tombait sur l'épaule. Et puis moi, je la redressais. Puis à la fin, sans arrêt, en train de... je la secoue parce que pour moi, elle dormait. Alors, écoute, j'en ai marre, réveille-toi. Ben, elle ne s'est jamais réveillée, la pauvre. Elle était morte. Hein. Et du coup, Ginette, les mortes, on en voit tellement qu'on n'a même pas pitié des mortes. Tant mieux, c'est pas mal. Eh bien, je l'ai gardée tout le temps du voyage, cette morte. Hein, parce que je me disais, ils vont quand même bien nous donner à manger. Du fait qu'ils ne nous ont pas tués tout de suite, c'est qu'ils ont une arrière-pensée. Donc, s'ils nous donnent à manger, moi je dirais, ma copine, elle dort, hein, faut me donner sa part. Et comme ça, je lui donnerai quand ça ira. Voilà, une morte, voilà ce que ça donne pour Ginette. Une ration de soupe en plus. Voilà, et après j'ai eu la chance alors de revenir en France. Je suis à Lyon, dans un centre d'accueil. Les gens viennent nous voir et il y en a une qui s'approche de moi. Je pense qu'elle va me montrer une photo ou peut-être qu'elle va me donner de l'argent pour aller acheter quelque chose ou peut-être qu'elle va me donner des fruits, Eh bien, rien de tout ça. Elle me regarde
Et elle me dit, mais t'es une fille Charkeski, toi. Alors naturellement, je me rappelle encore de mon nom de famille. Oui, c'est vrai, je suis une fille Charkeski. Et elle me dit, elle m'apprend que ma mère et mes sœurs n'ont pas été déportés, n'ont pas été arrêtés, et ils sont à Paris, et même ils ont récupéré l'appartement qui avait été pris quand on a quitté Paris. Vous pensez bien que l'hôpital m'attend encore, moi j'arrive à la gare de Lyon, à Paris, je veux rentrer chez moi. Non, je n'ai pas le droit. Il faut aller à l'hôtel Lutetia pour être interrogé. Il craignait que parmi nous, il y ait des collaborateurs qui se glissent avec nous, qu'il y ait des nazis qui se glissent parmi nous. Vous savez, on est tatoué, mais un tatouage, ça peut se refaire. Donc, c'est les questions qui s'aperçoivent. Comme on passe dans 3-4 bureaux avec les mêmes questions, eh bien, c'est aux réponses qui s'aperçoivent si on a été déporté ou pas. Donc, j'ai pas vu de gens qui n'ont pas été déportés. Maintenant, j'attends, comme les sœurs ne sont pas là, je vais prendre un autobus qui m'emmène dans mon quartier. Les portes cochères sont ouvertes, il n'y a pas de code maintenant, donc je rentre dans la cour et je tombe sur la concierge. C'est la même qu'il y a 3 ans. Elle croit me reconnaître. Ah, Gilbert! Ben non, c'était pas Gilbert. Gilbert, si j'avais été Gilbert, j'aurais eu 15 ans et demi. Mais je ne suis pas Gilbert, je suis Ginette. Et j'ai 20 ans et demi. Seulement, je suis très, 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 très maigre. Comme j'ai été à Theresienstadt, et là, quand je suis arrivée, j'étais pleine de poux, donc on m'a rasée, donc j'ai pas de cheveux. Alors, elle me prend pour mon garçon. Oh, j'avais même sur le dos une veste de soldat allemand. Qui me l'avait mis, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. En attendant, cette femme, je suis là, je suis maintenant dans l'autobus, je vais arriver à la maison, je monte les escaliers, c'est ma mère qui me ouvre la porte, je suis naturellement dans ses bras. Est-ce qu'elle a pleuré? Est-ce que moi j'ai pleuré? Ça, je ne pense pas que j'ai pleuré parce que je ne suis plus du tout sensible, mais peut-être un peu émue. Mais quant à ma mère, ben, je ne sais pas. Je n'ai jamais su si l'effet que j'ai dû faire à ma mère quand moi je suis arrivée, parce que le fait est que je suis comme ce monsieur que vous venez de voir en photo, là. On est tous des très 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 maigres. Et donc ma mère, je suis fatiguée, ma mère m'amène dans le canapé pour me reposer et elle est en train de me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle me dit? On va donner à ma mère des nouvelles de mon père et de Gilbert. On va lui donner des nouvelles de qui? De personnes que j'ai envoyées à la chambre à gaz. Je sais qu'elles ne sont pas rentrées, que personne ne sort de la chambre à gaz vivant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont lui donner comme nouvelles? Des fausses. Alors, comme je suis en colère et que maman croit qu'elle va avoir des nouvelles fraîches, eh bien, maman, très en colère, je lui dis, maman, tu n'auras jamais de nouvelles de Gilbert et de Jojo, ils sont de papa, ils ont été gazés, on a brûlé leur corps. J'aimerais bien savoir ce qui a choqué ma mère. Le mot gazé, le mot brûlé, en tous les cas, elle n'a pas réalisé. Et moi, pendant 8 ans que j'ai vécu avec elle, j'ai toujours eu le remords d'avoir annoncé brutalement la mort de mon père et de mon frère. Mais elle, jamais, jamais ne s'y plaint. Jamais ma mère m'a dit « Oh, tu sais pas comment t'étais quand t'es rentrée, tu m'as dit si. » Jamais, jamais, jamais. Seulement, moi, ma mère décède, j'ai l'occasion de rencontrer un jeune homme, on se marie, on a un enfant, et quand j'ai eu mon fils, c'est là que je me suis rendu compte que pour une mère, annoncer la mort d'un enfant à une mère, ça c'est vraiment, même quelqu'un d'autre, mais alors un enfant, ça c'est le pire. Voilà, alors je vous ai raconté mon histoire. Si on voulait, on raconterait, parce qu'on a toutes des choses à dire, des anecdotes, mais
en résumé, on a tous souffert de la même chose, c'est-à-dire le froid, la faim, les coups. Ça a été le remède, pas le remède, mais tout le monde a souffert de ça. Alors, je vous écoute. Alors, quel est le premier qui va être courageux? Ah ben, il n'y a pas beaucoup de... Alors, on va faire du chantage. Les trois premiers auront droit à un petit quelque chose de bon. Les trois premiers. Ah ben, voyez, hein, l'intérêt, hein, ça marche. Alors, où est-ce que c'est que je les ai mis? Vous les avez? Est-ce que, après, vous étiez assez jeune quand vous êtes retourné chez vous, est-ce que ça a été dur de reconstruire une vie après votre retour? Vous savez que je suis très sourde. Et alors, avec les masques, alors restez s'il vous plaît à côté de moi pour me faire la traduction. Donc la question c'est, vous êtes rentré jeune après avoir été déporté, est-ce que ça a été compliqué de reconstruire une vie? Non, pas pour moi. Pas pour moi parce que j'ai eu la chance de retrouver une famille. Vous savez, on a tous vécu des choses affreuses. Et quand on a eu la chance de rentrer, on était tous en mauvais état. On était tous très 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 maigres. Il y a une photo là où on voit les déportés